D'abord, je vous remercie à tous d'être présents. Je salue Jean Bergogneau, qui est présent ici. Et je remercie beaucoup M. Laurent Michel. Je pense que sa tâche est difficile. Il conduit la politique énergétique du gouvernement. Comme vous le voyez, le Parlement ne cesse de vouloir disputer à l'exécutif le soin de déterminer cette politique aussi. Nous, ici, à Maïden, nous avons quand même constaté que par rapport aux très très nombreuses priorités de la loi de Mme Ségolène Royal, un certain nombre de trajectoires ne paraissaient pas être suivies, en tous les cas avec l'exactitude voulue, notamment la diminution de la consommation d'énergie primaire, notamment la diminution des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc, pour nous, monsieur le directeur, dans la position difficile, c'est difficile, hein, quand il y a beaucoup de pression de tous les côtés, on attend la publication de la PPE, etc. Notre souhait à nous, c'est vraiment que la priorité de la lutte contre le changement climatique soit affirmée et que toutes les autres priorités soient des co-bénéfices au service de cette priorité. Et quelquefois, nous nous inquiétons, nous avons l'impression que cette priorité n'est pas assez affirmée. Voilà, je vous laisse maintenant la parole, monsieur le directeur. Excusez-moi, je ne voulais pas non plus vous biaiser en quelque sorte la discussion dès le début. Donc effectivement, je vais essayer d'introduire ce débat avec une petite présentation des orientations et de leurs perspectives de mise en œuvre en matière de lutte contre le changement climatique et de politique et énergétique. Je dirais un mot, si j'ai le temps, en rappelant à la fin qu'il y a aussi un besoin de s'adapter au changement climatique, malgré le fait qu'on espère le limiter. On a effectivement de nouveaux outils qui commencent maintenant à s'inscrire dans le paysage de définition de la politique et de mise en œuvre de cette politique énergétique et climatique nationale, qui ont été créés par la loi d'août 2015, la stratégie nationale bas carbone, qui à la fois est un outil de moyen terme, puisqu'elle fixe des orientations et des budgets carbone, donc des limites à essayer de respecter sur période de 15 ans, donc la prochaine nous mènera jusqu'à 2033, mais aussi un outil de long terme, puisqu'elle a pour objectif de fixer les orientations jusqu'à l'horizon 2050. Et puis, cette stratégie se trouve entre autres dans le domaine de l'énergie déclinée, mais elle doit l'être aussi évidemment dans d'autres domaines de politique publique. Dans le domaine de l'énergie, elle est déclinée par la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui elle est un outil plutôt de moyen terme, puisqu'elle définit les objectifs et les actions prioritaires en matière de politique énergétique pour 10 ans. Elle comprend aussi, je cite le mot, il est dans la loi, une stratégie de développement de la mobilité propre. C'est le fait qu'en fait on regarde vraiment l'ensemble des consommations énergétiques, dont la mobilité. Ce n'est pas une programmation uniquement des grands réseaux énergétiques classiques, électricité, gaz ou chaleur. Mais à signaler aussi que dans les outils de programmation décline de la PPE, de la SNBC, par exemple, une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse. Alors, je vais ensuite passer aux objectifs, mais dire qu'effectivement, une des grandes nouveautés, c'est, suite à l'annonce du nouveau gouvernement en juillet 2017, dans le plan climat, on a inscrit un objectif politique de neutralité carbone en 2050, et lui, il est traduit dans la loi énergie-climat qui a été discutée au Parlement fin de printemps, qui est en cours d'examen sur des petits détails, on va dire, au Conseil constitutionnel, et le Conseil devrait, si mes informations sont exactes, rendre son avis cette semaine. Les grands objectifs dans la perspective de la neutralité carbone, ils sont fixés à des horizons donc plutôt du moyen et court terme de 2020, 2025, 2030, mais plutôt du 2030 en général, et de 2050. Donc en réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un objectif de moins 40% entre 1990 et 2030. On est plutôt à moins 15, moins 16 actuellement, donc il reste pas mal de chemin à faire, évidemment. Et c'est, dit la loi, la neutralité carbone, donc la balance entre les émissions résiduelles et l'absorption par les puits de carbone, mais aussi la division par 6 des émissions à l'atmosphère. Donc c'est-à-dire que cette division par 6 a été jugée importante par le Parlement pour dire qu'en fait, on n'allait pas se faire croire qu'on allait tout stocker dans le sol ou par les forêts, et qu'il fallait d'abord aussi les réduire avant de penser à les stocker.
Ça passe par des réductions de consommation d'énergie, avec des objectifs moins 20% en 2030, moins 50% en 2050 en énergie finale, et un focus qui a été renforcé d'ailleurs dans la loi énergie-climat sur une priorité dans les réductions à la réduction des consommations d'énergie fossile, puisque c'est moins 40% d'énergie fossile primaire par rapport à 2012 pour l'horizon 2030. La loi prévoit aussi un développement des énergies renouvelables. Les objectifs sont inscrits aussi au Code de l'énergie. Et donc, il y a à la fois un objectif global de 33% en 2030, décliné dans différents vecteurs. Vous voyez inscrit là, 40% pour l'électricité, 38% pour la chaleur, 15% pour les carburants et 10% pour le gaz, toujours à cet horizon 2030. Alors, schématiquement, pour l'illustrer, donc ça c'est un graphe issu du projet de stratégie. Oui, pardon, je veux dire où on en est, pardon, avant de ne pas rentrer dans le contenu. Donc les PPE et stratégie nationale bas carbone, les premières ont été adoptées en 2015-2016 suite à la loi de 2015. Elles devaient être révisées, en guillemets, tous les 5 ans, mais en fait, la loi dit en début de quinquennat, donc tous les 5 ans en début de quinquennat. Donc c'est pour ça qu'on devait, en théorie, les avoir publiées en début 2019. On est en fait un petit peu décalé, ces débats ont été intenses, puisque des projets, certes très élaborés, ont été publiés début 2019. Ils ont maintenant passé un ensemble de consultation obligatoire. On est en train de finaliser une deuxième version après les projets et on devrait pouvoir la mettre dans la dernière étape de consultation qui est la consultation dite du public sur Internet à la fin de l'année, on l'espère. Alors, cette voie vers la neutralité carbone, on peut voir là sur le graphe qui indique où on en est et où on va aller. Donc il doit démarrer vers les années 2005 et jusqu'en 2050. Donc jusqu'à 2018, c'est les vraies émissions empilées par secteur. Et en dessous de la ligne, vous avez la captation dans les sols et les forêts principalement. Là, le pointillé indique une projection à mesure existante, donc des évolutions réglementaires déjà inscrites dans les horizons 2030, par exemple, pour les réductions de consommation des émissions de CO2 des véhicules et autres prospectives que l'on peut faire, indiquent qu'on continuera à diminuer. Mais si vous voulez atteindre l'objectif de neutralité carbone, même en faisant croître le puits de carbone de 40 et quelques millions de tonnes à 70-80 millions de tonnes, vous voyez que ça augmente sous la ligne, vous avez besoin de réduire beaucoup plus les émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez voir dans les décompositions sectorielles que les projections, alors tout ça est évidemment indicatif, montrent qu'on a beaucoup plus de réductions sur les secteurs qui sont en haut, transport, bâtiments résidentiels et tertiaires, etc., que dans ce qui est tout en bas, le secteur agricole, même si ça fait quand même en gros une diminution de 45% des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur agricole, là on est dans une configuration qui n'est pas celle de la consommation d'énergie, c'est principalement des émissions induites par l'usage des engrais qui relarguent des protoxydes d'azote et par l'élevage bovin, et donc même avec des changements à la fois de mix agricole, si on dit ainsi, et de pratiques culturales, le potentiel de réduction est estimé moins fort que dans le reste. Donc ça veut dire globalement qu'on a une sorte d'équilibre qui s'esquisse autour de 4 piliers qui doivent s'alimenter les uns les autres. C'est toujours difficile de savoir par lequel on commence. Mais je vais commencer par la droite de la diapositive. Bon, il faut quand même pousser l'augmentation du puits de carbone
Donc c'est la forêt, c'est la captation aussi par les produits bois dans la construction, c'est les terres non forestières, mais le potentiel, on capte beaucoup moins en prairie ou autre qu'en forêt, potentiellement. C'est aussi, on a mis dans les scénarios un peu de capture et stockage technologique de CO2 à hauteur de 15 millions de tonnes par an. Dire un peu pour ne pas fermer la porte à cette technologie, mais aussi pas non plus pour dire ah bon c'est pas grave, on peut émettre ce qu'on veut, on saura les capter. Le captage de CO2 a potentiellement des avenirs dans un monde décarboné, mais il faut évidemment considérer que d'abord il aura des avenirs sur des gros émetteurs et pas alors qu'une grande partie de nos émissions est diffuse. Donc on va pas aller capter tout le CO2 des véhicules par on ne sait quel miracle technologique et ensuite emmener les véhicules à un puits d'injection ou autre. Donc on a évidemment une certaine limitation, même si on peut ensuite imaginer que pour le coup, pour les gros émetteurs, on ne sait jamais. Ça a bougé tout seul. C'est merveilleux. C'est la technologie. Bon, donc on passerait de 40, 45, 50 millions de tonnes à 70, 80 millions de tonnes stockées. Alors, ça veut dire qu'il ne reste plus grand-chose pour les autres secteurs. Il y a deux secteurs qui ont un potentiel moindre de réduction, l'agriculture et il y a un potentiel plus important, mais qui reste à explorer sur les procédés industriels hors énergie. Il existe des émissions de CO2 liées par exemple à l'utilisation de charbon dans les processus sidérurgiques. Il y a beaucoup de recherche-développement en cours dans l'industrie actuellement. Est-ce qu'on peut y arriver techniquement et économiquement? Donc, tout ça dépend aussi à la fois du soutien à l'innovation, de la valeur du CO2. Mais on n'a pas tout à fait prévu que les procédés industriels pouvaient être totalement à zéro. Mais là, il faut quand même aussi les pousser. Il y a aussi hors énergie, évidemment, tout ce qui est gaz fluoré, où là, sous la poussée de réglementation internationale et européenne, on va substituer un certain nombre de gaz fluorés, dont les HFC, par soit des gaz fluorés à moins de pouvoir de réchauffement global, ou d'autres technologies non émissives. Néanmoins, quand on a fait tout ça, quelque part, et quand vous ajoutez à agriculture et procédés industriels une partie des émissions des transports incompressibles, dans une projection, on n'a pas mis que les avions volaient sans pétrole, on leur met pas mal de biocarburants dedans, mais à la fin il reste des consommations. Globalement tout ça, cette partie va s'équilibrer, c'est-à-dire que le reste de l'énergie doit être, de sa production, de sa consommation, doit être totalement décarboné. Ça se balance donc sur deux piliers, une forte baisse de consommation dans tous les secteurs. Si on veut animer le débat, on dit qu'il pourrait y avoir deux piliers, l'efficacité énergétique et la sobriété qui pourrait amener à non pas réduire son confort, mais quand même diminuer un certain nombre d'utilisations de confort, on va dire. Là, j'ai des piles centrales sur mon bureau de « Que faites-vous contre les parasols chauffants ?» C'est pas une mauvaise question. C'est pas une mauvaise question. Alors après, quelle est la réponse? Ça, je vous dirai pas la réponse. Faut d'abord avoir des questions. Bon, et puis donc le reste, c'est effectivement une énergie décarbonée, c'est la chaleur renouvelable, qu'elle soit par la biomasse ou les autres sources, c'est-à-dire géothermie et solaire thermique, c'est la biomasse qui peut devenir biocarburant ou biogaz ou contribuer donc à la chaleur, et c'est l'électricité décarbonée. Dans cette balance, on s'est mis dans un scénario où on estime qu'il est important globalement sur la biomasse d'être équilibré, d'abord de l'orienter vers les usages où c'est le plus prioritaire et le plus efficace et le moins substituable. Sans dire que tout est miraculeux, mais on va dire que globalement, par exemple, en biogaz ou en biocarburant, c'est un peu plus intelligent l'utilisation de la biomasse que de brûler le bois dans des chaudières qui feraient que de l'électricité, avec un rendement médiocre. Après, est-ce que les divers résidus ou cultures intermédiaires, voire un peu de culture énergétique, mais pas trop, est-ce qu'il vaut mieux faire du biogaz ou du biocarburant? Les stratégies à ces horizons-là le déterminent pas de manière figée. Il faut voir un peu globalement ce qui va être le plus efficace. Et on s'est mis aussi dans l'idée qu'on n'importait pas massivement de la biomasse dont on ne contrôlerait pas bien les conditions de production ailleurs et qui ferait que ça serait éventuellement synonyme de déforestation ou autre.
Donc ça veut dire qu'à un moment, cette ressource en biomasse est limitée. Alors, il y a de nombreux débats là-dessus. Nous, on estime qu'on peut sortir autour de 400 TWh d'énergie de la biomasse d'une manière durable. Et donc, ce graphe indique les idées de consommation et de vecteurs d'énergie à l'horizon 2050. Vous avez les usages en couleur, sauf le blanc qui est l'économie d'énergie. Et puis, c'est un couple usage-vecteur, pardon, en couleur. Et donc, tout en haut, il nous reste un peu de liquide fossile, essentiellement de transports internationaux, dont aviation. La chaleur renouvelable de pompes à chaleur solaire thermique, géothermie. Le gris est autour du gaz renouvelable. Et puis, vous avez le vert qui est de la biomasse qui peut aller soit en chaleur, soit en biocarburant, les deux verts. Alors, c'est là qu'il faut bien voir que ce gris clair et ce vert, on peut, selon les scénarios, avoir un basculement plus de gaz renouvelable et moins de biocarburant ou inversement, ce sont des ordres de grandeur. Et vous voyez, ce qui vous est cher, et vous avez remarqué que nous avons un code couleur qui est signifiant, le bleu de l'électricité. Donc le bleu d'aujourd'hui diminue par l'économie d'énergie, c'est les usages actuels, et le bleu assuré, qui sont les nouveaux usages, électrification de procédés industriels et mobilité, augmente sensiblement, ce qui fait que dans les projections qui valent ce qu'elles valent, on a une vision que jusqu'à environ 2030, la consommation, alors selon les estimations, est légèrement décroissante, légèrement décroissante, stable, légèrement croissante. Bon, il faut voir aussi les variations climatiques, etc. Mais vous voyez que globalement, à partir par contre de 2030, les nouveaux usages, donc vous voyez la croissance de la part transport, la croissance de la part industrie, contrebalance et au-delà, les diminutions de consommation dans le tertiaire et le résidentiel. Arrive aussi la production d'hydrogène qui finit à la fin par faire quelques 50 TWh, soit pour de la mobilité, soit aussi pour décarboner l'usage industriel de l'hydrogène, et éventuellement des besoins de stockage et flexibilité dans le système électrique. On ferait de l'hydrogène qui ensuite pourrait servir en pointe. Alors, pareil, vous pouvez avoir plus d'hydrogène s'il y a plus d'hydrogène dans la mobilité, mais à ce moment-là, ça vous fait diminuer la part électricité dans les transports. Donc, ça veut dire qu'on ne préempte pas totalement là tous les mix, bien sûr, et il s'agit, je rappelle, d'essayer d'illustrer pour ensuite guider l'action. Alors c'est là qu'en général le débat devient passionné, certains nous accusant d'être furieusement pro-électricité et d'autres disant que mais non, c'est pas 600 à 650 mais plutôt 800 à 900 qui serait le bon chiffre. Je vous laisse vous faire votre religion. Alors de l'autre côté, aussi pour illustrer, mais là aussi avec des variantes, sur le gaz, d'une part, il se verdit par la méthanisation, d'autre part, on en consomme moins globalement parce que de toute façon, on ne pourrait pas le produire totalement à cause de la tension sur la ressource en biomasse. Et donc, il se concentre progressivement comme vecteur énergétique pour les transports type poids lourds, bateaux, avions, et dans l'industrie. Vous voyez, le rouge dans les transports augmente. Bon, alors là aussi, il y a des hypothèses à la fin entre 200 et 300 TWh. Ça dépend aussi justement du développement de la production de biogaz et d'une utilisation par exemple plus importante dans les transports, par exemple. Alors, néanmoins, la stratégie nationale bas carbone ne se contente pas de tracer les grandes orientations pour les réductions d'émissions nationales. On commence à aborder la question de l'empreinte carbone,
qui est la somme de nos émissions et de nos émissions importées, duquel on soustrait les émissions de ce que l'on exporte, sachant que c'est méthodologiquement très compliqué. On arrive à déjà difficilement savoir ce qu'on émet, encore plus difficilement le contenu carbone de ce qu'on exporte, parce que chaque produit n'est pas totalement suivi, et puis ce qu'on importe, bien entendu, il faut faire des hypothèses. Néanmoins, on arrive dans le service statistique du ministère, en compilant un certain nombre de données, à avoir des visions actuelles, voire même à les reconstituer. Pour le passé, elle est là exprimée en tonnes par habitant, avec à droite donc les émissions, et puis à gauche donc l'empreinte qui a monté, puis rediminué par habitants, mais dans laquelle effectivement les parts, même si ça commence, la croissance des émissions importées commence à ralentir, les émissions liées aux importations de produits manufacturés représentent une part importante. Donc comment diminuer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, c'est évidemment une question de la pertinence et de la bonne réalisation d'un haut niveau coordonné international, et c'est loin d'être simple, évidemment, suivez l'actualité, des réductions d'émissions de tout le monde, parce que si tout le monde réduit, parce qu'on importe réduit, c'est aussi voir si on peut relocaliser une partie de production plus carbonée ailleurs qu'il serait moins chez nous. Bon, en même temps, dans tout ce qu'on importe, je vais prendre l'exemple, c'est un secteur, j'en cite un, mais j'ai rien contre ni pour, je ne suis pas sûr qu'on relocalise toute la production de vêtements sur le sol national. Hein. Faut pas, voilà, c'est pas uniquement un coup de baguette magique. Voilà. C'est aussi, évidemment, c'est là qu'on est dans des débats compliqués, recyclage, prévention des déchets, circuits courts, consommation un peu plus sobre, qui limiterait à la fois les émissions nationales, mais aussi l'empreinte carbone, ce que l'on importe. Plus, évidemment, aussi travailler sur le transport international, dont les navires, puisque les marchandises, elles, c'est quand même principalement les navires. Alors, où en est-on donc, comme vous l'avez dit en introduction, on n'y est pas tout à fait, puisque sur la mise en œuvre de la première stratégie nationale bas carbone, on avait un budget carbone, première période 2015-2018, on aura bientôt les résultats définitifs, mais on sait, on ne le tient pas, même si en 2018, on a eu une forte baisse des émissions, les premières années n'étaient pas sur la trajectoire. Et globalement, le budget 2019-2023 aussi ne sera pas tenu. L'analyse comparée à nos projections ou nos espérances montre qu'on a des dépassements principalement sur deux secteurs. Le secteur des transports où le trafic routier est encore en augmentation et les émissions des véhicules neufs ont baissé moins qu'attendu. Le véhicule électrique, cette année, ça démarre très fort, s'est quand même développé un peu moins vite que ce que l'on avait prévu. Et sur le secteur des bâtiments, là aussi, le rythme et l'ampleur des rénovations ne sont pas encore sur les perspectives qu'on attendait. Alors, à la fois dans la SNBC et la PPE, sur le moyen terme, on essaye de définir un certain nombre et de mettre en œuvre un certain nombre d'orientations pour réduire les émissions. Quelques-uns de ces objectifs. En passant à la fois par du changement de mix et par de l'économie d'énergie, c'est effectivement sur les fossiles réduire drastiquement ce qui reste de charbon, mais qui est certes beaucoup moins important qu'avant, et puis moins 35% sur le pétrole et moins 19% sur le gaz. Sur le charbon, c'est l'arrêt d'ici fin 2022 des 4 dernières centrales fonctionnant au charbon, mais aussi un programme de travail dans l'industrie, par exemple, pour décarboner la production de chaleur et aussi voir sur les procédés industriels. C'est aussi évidemment tout ce qui est les changements de mix et les économies d'énergie dans la rénovation, enfin dans les bâtiments, programme par exemple de remplacement de chaudières au fioul. Alors, sur ce qui est spécifiquement le secteur du bâtiment, deuxième objectif, les objectifs de la PPE seraient d'atteindre moins 16% de consommation d'énergie par rapport à 2015,
ça se développe, on dirait, de deux axes, les bâtiments tertiaires, les bâtiments résidentiels. Un mot là sur les bâtiments tertiaires est paru cet été un décret d'application de loi antérieure qui fixe des objectifs de réduction des consommations aux horizons 2030, 2040 et 2050. Sur les bâtiments résidentiels, il faut qu'on arrive à augmenter le rythme de rénovation. On mobilise à la fois des aides de l'État autour de ce qui était le crédit d'impôt transition énergétique, qui va devenir une prime, donc versée plus rapidement, mais aussi des prêts à taux zéro, dit éco-PTZ, pour couvrir le reste à charge, avec une orientation qui a été choisie par le gouvernement, qui fait actuellement l'objet de nombreux débats dans le cadre de la loi de finances, qui est de concentrer à la fois en volume et en intensité de taux d'aide, l'aide sur les ménages modestes et très modestes, ce qui induit à contrario moins d'aide pour les ménages un peu plus aisés, qui sont ceux qui, entre guillemets, spontanément font plus de travaux. Donc la question, est-ce que leur spontanéité va rester malgré l'absence d'aide, c'est un débat actuellement. On a aussi le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui peut, donc, via des primes incitations versées par les fournisseurs d'énergie, aider soit des rénovations globales, soit des isolations, soit des changements, passer de fioul à pompe à chaleur, de gaz à gaz performant, de gaz à pompe à chaleur, ou fioul à biomasse, etc. On a aussi à noter, et ça va faire l'objet de travaux parlementaires dans toutes les années qui viennent, l'introduction, après des débats difficiles, dans la loi énergie-climat, d'un renforcement progressif des obligations de performance de ce qu'on appelle les passoires thermiques par leur diagnostic performance énergétique, avec à terme donc des obligations de changer de classe et progressivement, dit la loi, à certaines dates, des encadrements des loyers et à très long, 2028, mais c'est assez long, des interdictions de location à terme de ces bâtiments. Ça induit, la loi dit elle-même la loi se parle à elle-même puisqu'elle dit que d'ici 2023, on aura défini de manière plus précise les sanctions si on ne respecte pas. C'est là que le débat avait été difficile. Du point de vue de la politique des logements, on ne peut pas sortir plusieurs millions de logements tout de suite du marché en disant qu'ils ne sont pas performants énergétiquement. On ne peut pas non plus se contenter d'écrire dans une loi les passoires sont interdites et le ciel y pourvoira. Donc la loi renvoie à un débat à horizon 2022-2023 en même temps qu'une future loi, parce que cette loi énergie-climat demande aussi qu'il y ait une loi, en fait, que les PPE et SMEC soient encadrés tous les 5 ans par une loi de programmation. Donc, dans la loi de programmation de 2023, on définira aussi les sanctions en cas de non-performance au niveau des passoires. Bon, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait un programme d'action pour renforcer à court moyen terme un peu d'incitation. Par exemple, aujourd'hui, le crédit d'impôt de transition énergétique ne s'adresse pas aux propriétaires bailleurs, mais le locataire lui-même ne fait pas les travaux. C'est d'abord légalement, c'est pas lui qui le fait, et puis il se sent pas motivé. Donc le serpent se mord la queue. Donc là, c'est une réflexion pour la loi de finances 2021, une fois dans le cadre de la nouvelle prime qui remplacera le crédit d'impôt, sera délivrée par l'ANA, d'avoir une aide sous condition évidemment aux propriétaires bailleurs. Pour finir sur le bâtiment, tout ça, le bâtiment, c'est évidemment très diffus, mais c'est aussi difficile, que ce soit d'ailleurs pour les logements, pour les petits commerçants, où il y a à la fois les logements et les immeubles professionnels, mais même pour les collectivités, les gens qui ont des bâtiments tertiaires, il y a des questions d'information, de qualité des travaux, il y a aussi de lutte contre la fraude, même de la malfaçon. Donc renforcement des programmes d'information, d'accompagnement, on va essayer de généraliser sur tout le territoire des espaces et des services de conseil aux particuliers, aux petits tertiaires, de renforcer les conseils, la mutualisation pour les collectivités des travaux. Par exemple, la loi énergie-climat a voté une disposition qui a l'air de rien, mais qui dit que les syndicats départementaux d'énergie pourront prendre la maîtrise d'ouvrage des bâtiments, la rénovation des bâtiments de leurs adhérents, ce qui permettra à une petite commune, si elle ne se sent pas, de déléguer à une structure plus forte, on va dire.
Donc, sur les bâtiments, c'est pas tout d'avoir des objectifs et des aides, il y a vraiment une question de mise en œuvre. Alors, sur la mobilité, donc aujourd'hui, la mobilité est pratiquement totalement fossile, en dehors de quelques transports en commun, et évidemment, on a à la fois à travailler sur le court moyen terme à l'amélioration du vecteur thermique, mais aussi à le déthermiser, on va dire, ou à le décarboner. Redire quand même, même si c'est difficile, que dans les politiques et les projections, on arrive plus facilement à une sobriété carbone du transport si on se transporte un peu mieux et un peu moins. C'est plus de gens dans les voitures, c'est des poids lourds mieux chargés, et c'est aussi du report modal autant que faire se peut vers les transports en commun, vers le fret ferroviaire, même si on ne peut pas dire que les dernières années ont montré une croissance. C'est aussi vers le vélo. Par exemple, donc on a un plan vélo avec des dispositions financières et des dispositions législatives pour faciliter, ordonnancer tout ça, dans l'équipe de multiplier par 4 la part des déplacements à vélo pour faire 30 secondes d'optimisme. C'est quelque chose qui bouge beaucoup, y compris dans les esprits. Il y a 3 ans, se promener dans les couloirs ministériels en disant le vélo c'est bien, on était menacé d'aller prendre l'air, on disait va t'aérer l'esprit. C'est plus du tout le cas. Et on voit aussi que les projets émergent. On a eu des appels à projets auprès des collectivités avec des centaines de réponses, et pas seulement en ville, partout, sur des schémas évidemment différents, sur les endroits où on est, de rabattement vers les gares ou autres. Donc il y a des choses qui bougent. Nonobstant, donc, c'est aussi évidemment donc, travailler sur le vecteur véhicule. Dans le cadre des impulsions européennes, c'est les objectifs de réduction des émissions de CO2 des véhicules individuels. Et puis pour la première fois l'année dernière, il y a eu une législation européenne qui fixe des objectifs aussi pour les poids lourds. Alors, et là, on est amené à jouer sur, on va dire, le levier de cette obligation européenne qui amène les constructeurs, sous peine de devoir payer des amendes qui valent des centaines de millions d'euros ou des milliards, à orienter leur mix vers des véhicules moins émetteurs. Mais il faut aussi accompagner, et donc principalement pour ce qui est les véhicules légers, sur le véhicule électrique, ou peut-être à terme électrique plus hydrogène, mais ça nécessite encore aujourd'hui des aides à l'achat qui peuvent être sous forme de subventions, ce qu'on appelle le bonus véhicule électrique. Si vous regardez la télé, il y a et de plus en plus d'entreprises automobiles qui vendent leur véhicule électrique et qui ajoutent une fois le bonus déduit. Donc je ne peux que vous inciter à regarder ces publicités, à utiliser le bonus que l'État met en œuvre. Il y a aussi des dispositions de détaxation pour les entreprises. Je rappelle, 50% des véhicules sont achetés par les entreprises. Il y a évidemment les loueurs, mais aussi les véhicules de société. Donc la taxe sur les véhicules de société, par exemple, ou l'amortissement des véhicules dans l'impôt sur les sociétés dépend des émissions de CO2 pour désinciter à offrir aux cadres ou autres des très grosses voitures, très émettrices. Donc il y a des incitations fortes là-dessus. Mais c'est aussi créer l'écosystème. On a besoin de plus de prises de recharge, de pouvoir à long terme aussi les piloter pour maîtriser la demande. Il y a besoin aussi d'informer sur ces prises, sur leur disponibilité, etc. Donc il y a aussi des programmes d'aide, et aussi la loi d'orientation sur les mobilités, par exemple, demandera aux collectivités de faire des schémas d'implantation dans l'objectif de couvrir les zones blanches, qui ne sont d'ailleurs pas que forcément dans les campagnes. Notamment, on peut croire, quand on regarde des cartes, y compris en Ile-de-France, c'est très dense dans Paris. S'il y avait Autolib, ça allait moins dans les couronnes, par exemple. Et aussi, il y a évidemment sur le véhicule lourd, première étape, c'est plutôt le gaz, car on gagne 15% de CO2, et c'est pas négligeable. Puis après, éventuellement biogaz, mais aussi recherche et premier projet pilote sur, par exemple, le poids lourd à hydrogène. Sur le poids lourd, on ne suis pas spécialiste, mais on s'occupe aussi de poids lourd dans notre direction. Pour l'instant, y compris chez les transporteurs, certains me disent non, moi je ne vais pas aller au gaz, je vais foncer direct au poids lourd électrique à batterie. D'autres disent mais non, ça ne marchera jamais. Donc il y a encore là des incertitudes, mais il y a un objectif au niveau européen, donc qui est lui exprimé en CO2, donc technologiquement neutre, autant que faire se peut. Là,
sur le mix énergétique, quelques mots, et j'accélère. Sur développement des renouvelables dans la chaleur, une augmentation de 40 à 60% d'ici 2028, augmentation du budget du fonds chaleur de l'ADEME qui est passé des 220 millions d'euros à 300 quelques cette année, 350 l'année prochaine, aide aux réseaux de chaleur et à leur verdissement, et aussi chaleur décarbonée dans l'industrie par solaire thermique ou biomasse, éventuellement aussi combustible solide de récupération. C'est le gaz renouvelable avec une trajectoire en cours de discussion dans le cadre de la PPE, x5 d'ici 2028. Le débat avec la filière était que nos objectifs de baisse de prix, car le gaz renouvelable restera longtemps plus cher que le gaz. Après, ça dépend si on met ou pas de la taxe carbone sur le gaz, c'est une question. Mais même à court terme, même avec la taxe carbone qui existe aujourd'hui, le gaz renouvelable est plus cher que le gaz qui en plus en ce moment n'est pas cher du tout. Donc on a une trajectoire de baisse de prix qui va s'inscrire dans la PPE et les appels d'offres de production de biogaz. Pour amorcer la filière, celle-ci nous a dit, elle n'avait peut-être pas tort, mais on ne l'a pas encore donné le résultat, il fallait, au lieu de faire ça, il fallait peut-être faire comme ça sur la baisse, mais il y aura une baisse quand même dès le début, et des appels d'offres compétitifs aussi, il est temps évidemment d'avoir une compétition. C'est aussi de commencer à expérimenter le développement de l'hydrogène décarboné, en commençant par les usages industriels, 1 million de tonnes d'hydrogène utilisées dans l'industrie, donc équivalent de 10 millions de tonnes de CO2. Premier objectif, 10% décarboné d'ici 2023. Sur les biocarburants liquides, dans le cadre d'une directive européenne qui plafonne à 7% les possibilités de compter comme renouvelables les biocarburants dits de première génération, donc qui entrent en concurrence agricole, l'augmentation se fera, en gros, je simplifie sur le biocarburant, quelque chose d'horriblement compliqué sur les pourcentages, mais il y aura quelque part un premier seuil, donc on ne pourra pas aller au-delà sur ces biocarburants dits de première génération. Et par contre, on montera jusqu'à au-dessus avec donc 3,8% de plus, donc autour de 11 dans l'essence et autour de 10 dans le gazole, d'objectifs d'incorporation. L'incorporation de biocarburants étant soutenue par, on va dire, une taxe que personne ne paye, qui est la taxe d'incitation à l'incorporation de biocarburants. Quand vous êtes vendeur de carburant, c'est que vous devez incorporer des carburants, des biocarburants, sinon vous payez la taxe, qui pour une fois a été judicieusement calculée pour être suffisamment cher pour compenser, voire sûrement un peu au-delà, le prix du biocarburant. Donc les pétroliers ont un intérêt quand c'est fixé à respecter pour ne pas payer la taxe. Et après, on a des dispositifs transitoires de double compte ou autre, par exemple, pour justement aider les biocarburants de récupération à se lancer, qui sont quand même un peu plus chers ou un peu plus compliqués à faire. Alors, ensuite, il y a un débat qui passionne beaucoup de gens, bien que ce ne soit pas forcément le plus intéressant, mais on ne peut pas l'esquiver, c'est le mix électrique, comment on le fait, n'est-ce pas ? Dans le cadre de la loi, de l'objectif de diversification, la première étape, et vous montrer ensuite qu'on ne sait pas quelle est la deuxième, c'est autour des horizons 2030-2035, un mix avec 50% de nucléaire en 2035 et 40% de renouvelables, ce qui induit une production de renouvelables électriques qui aujourd'hui autour de 120 TWh, qui monte à 200 et quelques, avec 4 piliers, même si en bleu, l'hydroélectricité, dont le potentiel, vous le savez, est en gros stagnant, car on ne peut pas équiper grand-chose. De plus, on peut améliorer en renouvelant des matériels, mais il y a aussi un peu moins d'eau tendanciellement. Donc on ne va pas faire des plans sur la comète. La biomasse électrique, c'est plutôt de l'existant qui n'a pas vocation à beaucoup grandir, pour des raisons d'efficience. Et puis, donc, ce qui augmente, vous voyez, le PV qui passe vers les 40 gigawattheures installés et une production qui devient autour de 45-50 TWh à l'horizon 2028. L'éolien terrestre qui augmente moins en proportion que le PV, il a déjà atteint un volume de production relativement conséquent, mais qui continue à augmenter, avec donc on est aujourd'hui vers 17 gigawatts, je pense, installés, on sera vers 34. Ça ne veut pas dire forcément un doublement du nombre de parcs, c'est-à-dire le repowering des parcs anciens, donc avec augmentation
de puissance et de productible, mais encore une croissance. Alors vous voyez, croissant moins en puissance, en puissance, mais déjà plus en production. Et puis si on le projetait plus loin, ça augmenterait beaucoup plus. C'est l'éolien offshore, puisqu'on a déjà 7 parcs alloués pour 3,5 gigawatts. On va faire en gros 1 gigawatt d'appel d'offres chaque année. D'abord sur la technologie de l'éolien posé, ensuite des parcs éoliens flottants pour les premières commerciales. Et si les productibles et les prix de l'éolien flottant baissent autant que pour le poser ou presque, on pourra aussi le développer de manière massive là où les côtes sont profondes, par exemple Méditerranée. L'avantage de l'éolien flottant, c'est qu'on peut aller plus loin des côtes et donc c'est plus simple en termes d'insertion. Il y a aussi plus de vent plus loin des côtes. Après, il faut savoir si on arrive à contrebalancer le coût du raccordement. Mais c'est une technologie que personnellement, voire officiellement, on considère comme étant d'avenir, y compris pour développer des technologies exportables, car il y a des pays où, à la différence de la France et de la mer du Nord, il n'y a pas de côte plate. Tout de suite, ça tombe. Et donc, les gens ne feront que ça. Et donc, bon, vous voyez, ça augmente pas beaucoup en 2028, mais parce que aussi, si on fait des appels d'offres en 2020, 2021, 2023, etc., c'est quand même des projets extrêmement lourds. Il y a des procédures d'autorisation, mais il y a aussi tout un processus de construction de ces parcs qui est évidemment relativement long. Donc, si on le traçait, ça augmenterait. Vous voyez, c'est une sorte d'exponentielle qui, en production, pourrait augmenter beaucoup plus. Alors, là, ce que dit le projet de PPE aussi, c'est qu'il y aura les 14 fermetures de réacteurs à leurs 50 ans, 14 fermetures de réacteurs à 50 ans, dans la perspective du passage à 50%, 14, dont 2 de Fessenheim qui sont là, et puis les autres s'étalant de 2027 à 35, ou éventuellement un peu avancé, ça dépendra de l'équilibre du système. Et puis, bon, évidemment, vous avez dans l'autre sens l'ouverture en 2022-23 de Flamanville. Sur les autres orientations en matière de politique nucléaire, c'est d'abord de maintenir au moins jusqu'à 2040, qui est en gros la date de fin de vie de l'AG actuelle, la politique de traitement-recyclage. Ça impliquera le moxage des réacteurs 1300 MW. On travaille aussi sur la régulation future du nucléaire existant, puisque l'AREN, qui est ce système d'obligation de mise en vente à un prix capé d'une partie du nucléaire existant, s'arrête en 2025. Donc il faut penser qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de régulation? Est-ce qu'il y a des corridors, etc. Il faut y penser, ce 2025, en termes de régulation. C'est le temps de le notifier, de le mettre en œuvre. C'est tout de suite. Alors pour le après de 2030, la PPE dit, il y a eu de nombreux échos dans la presse où tout a été dit et son contraire et plein de bêtises par tout le monde. C'est qu'en fait les options sont ouvertes. La PPE demande au service du gouvernement de mettre en place un programme d'études d'ici mi-2021 qui est à la fois sur la faisabilité, le prix, la régulation, le financement, l'organisation et les compétences nécessaires pour un futur parc nouveau nucléaire. Parce que selon l'option, si vous restez avec des parts significatives nucléaires du style 40, 50% ou autre, en 2030, tout va bien. Parce que vous avez encore des réacteurs des années 90-2000. En 2040, il y a certains qui vont commencer à devoir être fermés. Donc, si vous voulez rester à ces parts-là, il faut, sans qu'on sache aujourd'hui le volume de ce parc, de toute façon, en faire un nouveau. Et qui est, en gros, pour entrer en service progressivement à partir de 2035. Vu l'ampleur des projets industriels, il faut décider vers 2021-2023, dans ces eaux-là, pour lancer ensuite ces éventuelles constructions. Et donc, ça nécessite de savoir c'est quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EPR2, c'est-à-dire EDF travaille à un modèle dérivé de l'EPR1, mais un design et une construction un peu différente, et à quel prix. Mais c'est aussi l'organiser, parce que c'est extrêmement lourd comme financement. Est-ce qu'on prend un modèle comme au Royaume-Uni où le constructeur exploitant prend les risques de construction, puis on lui garantit sur 20, 30, au Royaume-Uni c'est 35 ans,
un prix de l'électricité, ou est-ce qu'au contraire on travaille sur des modèles de base d'actifs régulés? Enfin, vous pouvez imaginer plein de choses, le partage de risques. Donc il faut que ça se définisse et il faudra que ça se notifie à la Commission européenne, car ça aura une tête d'aide d'État, ce qui n'est en soi pas un scandale, mais une aide d'État se notifie et se fait accepter. Et puis évidemment, ça renvoie dans des questions aussi de l'organisation des compétences industrielles, de BTP, de forge, etc. Le volet aussi dans cette étude, c'est de savoir aussi c'est quoi le mix. Est-ce que c'est celui qu'on aura en 2030-35, 50% nucléaire, 40% de NR? Est-ce que c'est 60-30 ou 35 de nucléaire et 55 de NR? Ou est-ce que c'est jusqu'à, comme l'envisagent certains, un mix avec ENR et stockage? Est-il faisable et à quel prix? Donc c'est aussi tout un programme d'études avec par exemple RTE, l'AIE et d'autres, pour avoir des briques qu'ensuite on assemble pour permettre au gouvernement de comparer autant que faire se peut les options, avec évidemment les incertitudes, parce que ce soit un nouveau parc nucléaire ou un grand parc ENR ou autre, dire comment et combien il coûtera en 2035, il faudra aussi chiffrer les incertitudes. Donc voilà, il n'a jamais été dit qu'on faisait un nouveau parc, il n'a jamais été dit qu'on ne le faisait pas. Enfin, la presse s'est déchaînée dans des commentaires. Voilà, c'est ça le programme d'études en cours. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas 3 slides. Là, je vous résume en un slide, mais ça n'est pas 3 slides. Bon, ça, c'est juste, voilà, ça, c'est jusqu'à 2035 ce que ça donne. Vous voyez, donc, quand même, le thermique se réduit aussi quand même par la fermeture de centrales à charbon. J'ajoute pour finir que donc on a aussi tout un ensemble dans la PPE SNBC de questions. Il faut faire évoluer les compétences. Il faut, c'est entre autres le travail du programme d'investissement d'avenir, faire émerger les nouvelles technologies, mais aussi aider à leur premier déploiement et les nouveaux business models. Et un mot, mais là j'ai abusé de votre temps, dire que ça aussi ça passionne beaucoup tout le monde en ce moment. Mais personnellement, je pense qu'après quelques années d'éclipse, là on voit un mouvement, on ne sait pas jusqu'où il ira, mais effectivement mondial très fort de focalisation sur les technologies hydrogène, avec évidemment le fait que l'hydrogène c'est sympathique, entre autres par exemple dans un véhicule ça n'émet pas de polluants local, ça c'est bien, mais en termes de CO2 évidemment il faut de l'hydrogène décarboné, produit par électrolyse à partir d'électricité décarbonée, ou éventuellement certains pays pensent au processus classique mais avec le captage et la capture du CO2, la Norvège par exemple, il travaille pour l'injecter dans ses anciens gisements de pétrole. Bon, en tout cas, il y a déjà un débat, c'est quoi de l'hydrogène décarboné, mais aujourd'hui, il faut... En France, les premiers, sur le plan de 2018 qu'on a lancé, c'est que on pense qu'il y a 3 usages à explorer. L'usage, je l'ai dit tout à l'heure, de substitution de l'hydrogène fossile par l'hydrogène décarboné dans l'industrie. Ensuite, la mobilité, probablement d'abord quand même sur la mobilité lourde, là où peut-être d'ailleurs la mobilité batterie est elle-même peut-être plus difficile à atteindre, l'hydrogène peut permettre d'emporter pas mal d'énergie, mais à la fois de la R&D, puis des premiers tests avec des flottes de véhicules utilitaires légers, de véhicules lourds, stations de recharge. Pour l'hydrogène industriel, on a déjà lancé... on a annoncé qu'on avait sélectionné déjà 5 projets d'utilisation d'hydrogène décarboné dans l'industrie. Et on vise de multiplier cela, en espérant aussi que grâce à ces premiers soutiens, le prix de l'électrolyse baisse pour ensuite arriver pas loin de la parité avec l'hydrogène fossile. Et puis, à terme, la flexibilité dans le système électrique et la décarbonation des réseaux gaziers, les deux pouvant être connectés, mais flexibilité du système électrique, en particulier d'abord dans les zones non interconnectées. On va avoir les premiers projets l'année prochaine sélectionnés renouvelables en zone d'ailleurs parfois isolée, avec stockage. On a déjà eu beaucoup de projets dans les DOM avec batterie, mais on voit apparaître des projets avec hydrogène. Et là, vu la nature du mix électrique et des coûts qu'on a dans les zones non interconnectées, on est déjà pratiquement à la parité avec le système fossile classique de centrale au fuel ou autre, et on a le CO2 en moins. Sur le système national, vu sa robustesse, ses grosses capacités de production, son gros réseau, les capacités de stockage qui existent déjà dans les steppes ou autres, mais surtout dans les steppes, on n'imagine pas des gros besoins de flexibilité supplémentaire avant 2030-35, et donc pas d'abord sur l'hydrogène. Néanmoins, ça n'empêche pas de faire des premiers tests de power to gas et gas to power.
Par exemple, le deuxième axe, c'est la décarbonation du gaz, puisque vous pouvez, là, pour le coup, dans des usages gaz, style chauffage ou industrie, injecter de l'hydrogène dans le gaz, voire même, il y a des tests dans certains pays, on remplace carrément tout le réseau de distribution par on remplace le gaz naturel par de l'hydrogène. Donc là, on a par exemple des études avec les opérateurs gaziers pour voir, en fonction des pourcentages que l'on va injecter, quels sont les coûts d'investissement et les conditions techniques. Et en plus, vous voulez injecter, plus il faut adapter un certain nombre d'équipements gaziers. Mais il y a jusqu'à des limites de 6 à 10%, par exemple, vous pouvez mettre de l'hydrogène sans trop de problème dans notre système gaz. Voilà. Et donc, mais je n'en dis qu'un mot. Il faut rappeler qu'il faut s'adapter au changement climatique. On a un plan de 2011 qui a été revu en 2018 et que d'ailleurs, suite aux épisodes de canicule et sécheresse de cette année, qui ont été, en particulier par la canicule précoce, c'est pas il faisait chaud tôt, donc par exemple les vignes qui d'habitude résistent à la chaleur ont grillé parce qu'elles étaient trop jeunes. Bon, mais il n'y a pas que ça, donc on a lancé aussi le plan était à peine frais que notre ministre nous a dit mais attendez, il y a des choses qu'on n'a pas encore explorées, la résilience des systèmes de transport quand il fait chaud, c'était pas encore tout à fait ça, et ainsi de suite. Donc on fait déjà des nouveaux retours d'expérience. Il y aura des actions, je pense, d'ici le début de l'année, complémentaires à ce plan, mais ça devient vraiment très tangible. Si je reviens au système énergétique, on n'avait plus à amener de pétrole à Strasbourg en 2018, parce qu'il vient du Rhin et les bateaux ne naviguaient plus sur le Rhin. Donc il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc c'est aussi pour les entreprises, les filières économiques, et pas que l'agriculture, quelque chose à prendre en compte. Et vous êtes passé très vite sur un slide qui dit on n'est pas dans les clous, enfin, grosso modo, on ne tiendra pas le budget carbone. Et donc la question, à mon avis, la plus importante, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre ce magnifique tableau où tout est prévu et la réalité qui n'est pas tout à fait obéissante. Par exemple, au début, vous dites, les deux piliers, c'est économie d'énergie et renouvelable. Alors, on espère bien que le but de tout ça, c'est d'arriver à la neutralité carbone. Hein, on est d'accord. Les économies d'énergie, c'est très bien. Simplement, la question, dans le bâtiment, nous savons tous cela, c'est de l'énergie primaire. Et ce n'est que depuis très très peu de temps qu'on a mis énergie fossile primaire. Ah, si c'est fossile, c'est différent. Alors là, ça se comprend. Mais pour l'instant, calculer en énergie primaire pour les économies d'énergie conduit à expulser l'électricité des bâtiments neufs en France. J'ai préparé la question. J'espère bien. Et donc, où est-ce que nous en sommes pour le bâtiment ? En 2016, dérapage de 11% par rapport à la trajectoire prévue par la stratégie bas carbone. Et en 2017, dérapage de 22%. Alors, évidemment, si on continue comme ça, on va sans cesse accroître les émissions de gaz à effet de serre. Et quand on parle des passoires thermiques, ça nous a beaucoup frappé, moi ça m'a beaucoup frappé. Un bâtiment correctement isolé à l'électricité et chauffé à l'électricité est considéré comme une passoire thermique à cause du fameux coefficient de transformation de l'électricité en énergie primaire. Mais s'il passe au gaz, le même bâtiment, sans qu'on touche à rien du tout, il va sauter de classe et il va être considéré comme correct. Bon, il y a des choses comme ça, si vous voulez, qui font que c'est mal engagé. La rénovation des bâtiments est mal engagée. Bon, je ne parle pas des transports, on n'y est pour rien. Mais bien entendu, en France, les SUV sont très à la mode et donc il y a une augmentation des émissions du transport, enfin, de la mobilité, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de SUV. Donc la question, c'est pas tellement, à la limite, c'est même pas la direction. Il y a un problème politique, il y a un problème de pilotage, il y a un problème à l'Assemblée nationale. Il va falloir quand même se comprendre et vraiment réaffirmer la priorité de lutte contre le changement climatique. Moi, c'est ça. Sinon, je pense que tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait passionnant, tout à fait remarquable. Évidemment, il y a une question sur le nucléaire à la fin. On ne sait pas très bien ce qui va être décidé. On sait simplement que pour remplacer une centrale nucléaire, il faut à peu près 1 millier d'éoliennes. Donc, c'est pas toujours facile de les placer, de les mettre. C'est pas simple, quoi. Mais bon, ça, on verra plus tard. Sur la PPE et la SNBC, d'abord sur le court terme, donc effectivement, il ne nous a pas échappé, j'ai essayé de le flouter pour voir s'il y a des gens qui écoutaient, que la taxe carbone est pour l'instant à son niveau de 2018. Et effectivement, il était prévu une hausse. Effectivement, la hausse a un effet mécanique
disent les modélisateurs, c'est que ça renchérit le prix de l'énergie, donc ça oblige à en économiser, et ça aide les changements de mix. Par exemple, effectivement, si vous avez ça aide les projets de chaleur renouvelable à devenir plus facilement compétitifs. Donc, sans que ça soit évidemment totalement arbitré, dans les PPE et SNBC qu'on publiera en version 2, on aura la prise en compte de ce gel, mais on aura, et c'est là, ça fait l'objet de débats, un certain nombre de mesures déjà décidées depuis, comme les obligations sur les passoires ou d'autres, la hausse du gazole pour les poids lourds, etc. Il y aura donc un certain nombre de mesures nouvelles et peut-être des pistes pour d'autres mesures. Ça peut amener ou pas aussi, là c'est des débats, à ajuster légèrement tel ou tel objectif en fonction de l'identification précise ou pas de ces mesures. Je rappelle par ailleurs que le président de la République a souhaité qu'il soit installé, elle s'est déjà réunie 2 week-ends, une conférence citoyenne sur le climat, chargée de faire des propositions, et pas seulement sur la taxe carbone. Donc il se peut qu'on ait à la fois un document de programmation qui comporte un certain nombre d'objectifs, éventuellement ajustés avec des nouvelles mesures, et la perspective aussi de prendre en compte, en cours d'année 2020, les propositions de la conférence, et puisque le Parlement ou le gouvernement en auront fait. Voilà, je ne peux pas vous en dire bien plus, parce que ça fait évidemment l'objet de discussions, de calculs. C'est quoi l'impact de la taxe carbone? On a déjà identifié, par exemple, dans la hausse du budget du fonds chaleur, on essaie de voir si justement on ne peut pas l'augmenter un peu plus, puisqu'on avait déjà prévu de l'augmenter, mais s'il n'y a pas la hausse des fossiles, il faut peut-être l'augmenter ou changer les modalités des aides pour le rendre plus efficient. Voilà, donc on essaie de voir tout ça. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à remplacer, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à l'ambition. C'est la question du pilotage et de la gouvernance, globalement. Bon, là, on était sur un dispositif en 2015 qui disait le gouvernement fait tous les 5 ans, en début de quinquennat, une PPE, une stratégie nationale bas carbone, il les met en œuvre. Et c'est par décret. Et ensuite, les politiques publiques doivent être compatibles, voire prendre en compte tout ça. Sur le court terme, c'est ce qu'on va faire. On va rester en décret et pour que ça soit vite opérationnel. Alors, sachant que une PPE, c'est gros comme ça, une SNBC aussi, il y a plein de détails, etc. Donc faire voter ça au Parlement avant la fin du quinquennat, là, je crois qu'on n'y arrivait pas. Ceci est off the record, mais voilà, Par contre, donc, ce qui a bien été prévu dans la loi énergie-climat, le Parlement ayant souhaité qu'il y ait vraiment un débat démocratique et parlementaire, c'est qu'effectivement, à partir du nouveau quinquennat, il y aura, il va falloir aller vite, hein, le gouvernement va devoir proposer une loi de programmation pluriannuelle tous les 5 ans, dont découlera ensuite la PPE et la SNBC, justement qui donneront les détails opérationnels. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à 2023, il n'y a rien, puisqu'on aura la PPE et la SNBC qui vont paraître début 2020, et il faudra les mettre en œuvre. Sur les questions de pilotage, rappelez aussi que même si c'est un peu inaperçu, on publie un certain nombre d'indicateurs de suivi, il faudra continuer. Le président avait aussi souhaité, s'est fait mettre en place un haut conseil pour le climat avec des experts indépendants qui donne des avis sur le respect des trajectoires, un certain nombre de mesures. Voilà, on se fait dire que, comme l'a dit M. Lalonde, que c'est vachement bien, mais que ça ne marche pas. Mais voilà, ça nous donne de quoi réfléchir pour améliorer, etc. Donc voilà, il y a un système qui se met en place. Après, je dirais qu'il faut trouver l'équilibre entre beaucoup de réflexion et beaucoup de lamentation sur les indicateurs ne marchent pas et aller dans l'action, quoi. Il faut... À un moment, si tout le monde vous regarde pédaler, c'est pas parce que beaucoup de gens vous regardent pédaler à la télé que vous gagnez le Tour de France. Il faut qu'on trouve le bon équilibre. Mais c'est un vrai sujet, la rétroaction, l'évaluation permanente de ce qui marche et ce qui marche pas. Toujours sur la gouvernance, donc sur la question sur l'Europe. Effectivement, nouvelle commission, il y avait nouvelle commission ou pas, on avait de toute façon un débat, puisque dans le cadre de l'accord mondial sur le climat, on doit en 2020, tous les pays doivent publier la révision de leurs ambitions climatiques, donc on devait réviser nos ambitions. Le débat est lancé depuis le début de l'année 2019 au niveau européen. Au niveau européen, c'est moins 40% en 2030. Est-ce qu'on peut faire mieux? Déjà, normalement, les calculateurs ont dit
qu'on pouvait aller jusqu'à moins 45, moins 46% avec tout ce qu'on avait déjà décidé au niveau européen sur les véhicules ou autres. En admettant que ce qu'on a décidé se fait, évidemment. La question, c'est est-ce que l'Europe, dans le cadre du concert climatique, affiche une ambition un peu plus élevée, et est-ce que dans ce Green Deal de la Commission européenne, que propose la Commission européenne, il y aurait des mesures législatives coercitives, des mesures d'incitation à la R&D, au déploiement, via les fonds structurels, etc. Dans le budget, ça tombe aussi au moment où la Commission et les États membres vont travailler sur ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, sur le budget européen. Un débat, par exemple, aujourd'hui, il y a 20% des fonds structurels régionaux doivent être consacrés à la lutte contre le changement climatique. Certains pays disent qu'il faudrait faire 25 ou 30. Voilà, c'est bon. Donc tout ça fait déjà l'objet, on va dire, de débats techniques. C'est un peu compliqué de discuter avec une commission partante et une commission sortante non installée, mais ça sera... Alors, sur votre question, il y a effectivement un des débats au niveau européen, c'est que pour la gouvernance, mais l'action, on sépare les émissions en deux paquets, l'ETS, donc les gros émetteurs. Il y a une régulation européenne par la raréfaction des quotas qui s'applique. On peut régler à peu près bien, maintenant on y arrive à peu près, mais même si c'est techniquement compliqué, dire on veut que sur le secteur industriel il y ait moins tant de pourcents, et ça gère au niveau européen, ça s'applique aux entreprises, elles peuvent jouer entre leurs sites européens, etc. C'est pas une législation nationale, enfin, elle s'applique partout pareil, avec des questions sur la lutte contre les fuites de carbone vis-à-vis des produits importés, etc. Et puis il y a ce qui est hors ETS, donc transport, bâtiment, petite industrie, agriculture, etc., où là, pour le coup, on définit un objectif par pays. Donc il y aura un débat si on augmente l'ambition. Est-ce qu'on la fait porter, est-ce que cette ambition porte de manière équilibrée sur les deux, ou un peu plus sur l'ETS, ou un peu plus sur le hors ETS, et puis quelle répartition entre pays, où il y a l'efficience économique qui vous calcule qu'en coût-efficacité, ça donne ça, et puis il y a l'efficience politique qui dit que les riches doivent payer un peu pour les pauvres, que les gros doivent payer pour les petits, et tout ça aboutit à des objectifs par pays. Sur l'ETS, on a plaidé pendant longtemps, on continue, pour qu'il y ait un prix plancher du carbone, pour donner une visibilité. En fait, aujourd'hui, si le monde s'arrête aujourd'hui, le prix est assez bien. Il est à 23, 25, 28 euros la tonne du CO2, alors que la France avait proposé un prix plancher à 20. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de prix plancher. Mais si vous mettez un prix plancher à 20 puis 25, vous dites à ceux qui émettent du CO2 qu'ils paieront au moins ça s'ils ne réduisent pas leurs émissions. Les investissements sont plus faciles à concevoir, les programmes de R&D se mettent en œuvre, etc. Dans le plan climat annoncé par la chancelière allemande et sa coalition, il est apparu pour la première fois une expression sur l'intérêt d'un prix plancher. Donc, est-ce qu'une coalition, en guillemets, franco-allemande et quels autres pays arriveront à se remettre d'accord et ensuite à faire prospérer l'idée? En tout cas, c'est un sujet qui est un peu plus d'actualité là-dessus. Alors, sur les questions du bâtiment, elles sont effectivement complexes. Sur la question du mix de la énergie finale, primaire, etc., je pense qu'il faut avoir une approche équilibrée, comme il est dit dans le titre de votre association. Nos orientations sont que... D'abord, si on regarde en termes de coûts aussi et de CO2, on a intérêt à réduire tout, y compris même pour les bâtiments électriques. Certes, ça fait globalement moins de CO2 en moyenne, mais il y a les questions de pic. Si on mettait des grille-pains partout, diraient les amis du gaz, la consommation en pic serait énorme et donc finalement on émettrait beaucoup de CO2. Donc je vous conseille d'aller dans une autre association pour poser la même question. Donc tout ça est assez compliqué. Nos orientations sont d'abord la réduction partout. Pour les bâtiments neufs, dans l'ARE 2020, on aura un coefficient de conversion du primaire vers le final qui va être modifié et un peu abaissé. Par ailleurs, il y a aussi un élément important dans ces réglementations, c'est qu'il y aura une double réglementation, consommation d'énergie et émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, y compris construction, déconstruction, et on revoit aussi dans le cadre de cette RE 2020, le coefficient d'émission de CO2 de l'électricité, dans un sens qui est, nous on estime qu'il était trop élevé,
le facteur moyen. Et donc on propose de le réviser à la baisse, ce qui évidemment fait aussi pousser des cris de l'autre côté de la Seine, enfin, de la ligne de partage. Donc voilà, une approche un peu globale énergie CO2 sur les bâtiments neufs et l'incitation sur les existants réduits avec consommation et aussi au changement de mix, puisque globalement on oriente beaucoup d'aides, par exemple sur le changement du fuel vers les pompes à chaleur, etc. Après, elle paraîtra en 2020 ? Bah, si elle ne paraît pas en 2020, c'est qu'elle paraîtra en 2021. Ce 2019, on n'y arrivera pas. Mais non, l'objectif, c'est vraiment qu'elle paraisse en 2020. On a soumis les derniers arbitrages aux ministres, puisqu'il y a à la fois Mme Borne de notre côté, et puis le ministère de Mme Gouraud avec M. de Normandie à la construction et au logement. On a soumis les derniers arbitrages pour faire les derniers rounds de simulation, parce que quand je vous dis qu'il y a à la fois des facteurs d'émission, des facteurs CO2, énergie, plus effectivement des choses posées de ce côté-là, une question sur l'obligation de chaleur renouvelable. Il y a l'objectif philosophique est bien ça. La question, c'est est-ce que ce sera directement une obligation de moyens ou une combinaison entre de l'efficacité énergétique et le CO2 pour que l'effet soit le même. Enfin, il y a plusieurs façons d'y arriver. Chacun a son avis aussi sur... la théorie intellectuelle et économique dit que l'obligation de résultat, c'est la seule chose à faire. La théorie pratique dit que parfois l'obligation de moyens, quand on veut qu'une planche tienne, on peut dire à quelqu'un il faut que ta planche tienne, on peut dire plante un clou. Moi, je suis plutôt de la tendance à j'aime bien dire aux gens plante un clou, mais ça, je suis connu pour aimer la réglementation. Mais donc, vous pouvez deviner le fond de ma pensée. Qu'est-ce qui sera à la fin? Il y aura de toute façon clairement dans ces mix de chauffage un peu plus d'électricité et beaucoup de renouvelables, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique. Sur les contradictions illustrent la richesse de la pensée, mais je m'en tirerai pas comme ça. Mais d'abord, je vous conseille vraiment de faire une réunion conjointe avec Énergie et Avenir, vos collègues de la rive d'en face, pour parler électricité et gaz. Moi, je suis au milieu. C'est dans le rôle du sandwich, de la tranche de jambon. Et voilà, c'est toujours sympathique. Alors, nonobstant, sur la construction, sur le bois, plus au-delà même du bois construction, première contradiction. Sur la biomasse, effectivement, c'est là qu'il y a effectivement une vision. C'est que, évidemment, à court terme, si vous rabotez tous les arbres, vous avez plein de biomasse, mais on stocke plus. Et pareil, les cultures, vous pouvez dire, ah super, on va faire plein de cultures, mais si on met des engrais pour faire de la culture, vous avez plein de N2O qui sort et de l'énergie derrière les engrais, tout ça. Ça marche pas non plus. Culture énergétique dédiée, il faut savoir la gérer. Sur le bois dans la construction, si on le met, je pense, moi je ne suis pas spécialiste du bois, même si je fais semblant, en tout cas j'essaye de m'y intéresser, c'est en connexion avec une gestion globale de la forêt, où il y a un moment vous devez aussi penser que des arbres, à un moment ils deviennent vieux et ils meurent. Il y a des questions où les forestiers essayent de trouver justement des voies sur à la fois faire croître le puits de carbone tout en récoltant du bois, y compris, et en l'utilisant au mieux. C'est-à-dire, si vous avez du bois d'œuvre, derrière vous avez des chutes qu'on peut mettre dans les chaudières. Et ça, c'est bien. Vous n'allez pas couper des chênes pour mettre dans des chaudières. Et si vous faites ensuite des comparaisons en analyse de cycle de vie, que vous avez remplacé par du bois, un matériau qui est plus carboné dans sa construction, vous pouvez être gagnant. Donc, on pense plutôt que le bois d'œuvre, bois construction peut être une bonne solution, mais évidemment dans une vision durable. Parce qu'il n'y a rien de pire que derrière d'avoir notre puits de carbone qui s'écroule parce qu'on a mal géré la forêt. C'est pour ça que les visions à la fois microscopiques et macroscopiques sont importantes. C'est important d'avoir un inventaire des émissions qui vérifie que vous faites chaque année croître votre puits de carbone par les forêts, les sols, etc. Sur la politique du mix électrique, l'objectif, il est, à mon avis, pas incompatible. C'est d'avoir sur le court, moyen, long terme un mix décarboné, diversifié, ce qui le rend aussi plus résilient par rapport à des pannes, par rapport au fait qu'on doit renouveler le parc. Et voilà, c'est ça qui est prévu. Personnellement, et pas seulement parce que je suis payé pour le dire, je pense que cet équilibre qui est là, d'avoir
sur le moyen terme, ce mix 50% nucléaire, 40% renouvelable, il peut donner de bons résultats. Vous avez aussi une baisse des prix du renouvelable qui devient intéressante. Bon. Sur le futur, là pour le coup, moi je ne sais pas dire, pour ça qu'il y a des travaux d'études, c'est quoi qui est optimal, ou est-ce qu'il y a des optimaux possibles équivalents d'un mix 50-40 ou d'autres. Est-ce que le stockage marchera ou pas? Ça, moi je ne le promets pas, je ne sais pas dire. Donc bon, on a déjà pas mal évoqué donc la question de la réglementation des bâtiments. Comme je dis, sur le neuf, on veut aller vers un équilibre CO2, énergie et énergie moins carbonée, donc par la chaleur renouvelable, les pompes à chaleur, la géothermie, etc. Et c'est clair, et donc ça veut dire moins de gaz fossile dans les solutions. Après, ça pose des questions compliquées, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais si moi j'étais alimenté totalement en gaz renouvelable et que je pouvais certifier que mon gaz renouvelable n'a pas de bilan, n'a pas d'émissions carbone, tout ça, à un moment, comment on peut aussi donner sa chance à toutes les énergies, mais de manière, il ne s'agit pas de dire mon gaz est décarboné, il faut le prouver, le tracer, etc. Donc mais c'est clairement une orientation vers des énergies moins carbonées dans le chauffage. Pour faire la connexion avec la géothermie et les pompes à chaleur, dans le dispositif des C2E et aussi avec les primes CITE ou la future prime ANA, il y a un gros accent quand même qui est mis sur la pompe à chaleur. Le coup de pouce C2E remplace environ 10 000 chaudières fuel par mois et c'est 70% qui sont remplacés par des pompes à chaleur. Alors si on fait ça fois 12 mois, fois quelques années, on obtient des résultats non négligeables. Après, il faut, ça m'a rendu sur une autre question, évidemment, c'est qui peut le faire. Et c'est un grand débat aujourd'hui sur faire plus d'aide pour les ménages modestes, mais y compris couvrir le reste à charge par des prêts à taux zéro, faire aussi de l'accompagnement pour qu'ils soient plus accompagnés dans la mise en place du programme. Et donc, la question, je ne l'ai pas esquivé au début, c'est si vous mettez plus sur les ménages modestes, vont-ils faire plus? Mais aussi, si vous mettez moins sur les ménages moins modestes, est-ce que ça ne va pas faire baisser les rénovations? Donc il y a un débat qui est posé aujourd'hui au Parlement dans le vote de la loi de finances. Clairement, ça a été vu, donc ceci n'est pas secret. Les primes, il y a plus d'argent mis sur les ménages, on va dire des déciles 1 à 5, et moins sur les ménages au-dessus. Et donc les fédérations du bâtiment, et c'est un argument qui en tout cas s'entend, je ne sais pas s'il se reçoit, mais qui s'entend, dire, attendez, si vous refroidissez trop les aides sur les ménages qui ont un peu plus de pouvoir contributeur, ils feront plus de rénovation et on n'aura pas gagné grand-chose. Donc le débat est posé au Parlement dans le cadre du vote de la loi de finances. Il y a les aides de l'État, il y a les certificats d'économie énergie, il y a Action Logement aussi qui apporte des aides. Mais c'est un vrai sujet et ça montre parfois la difficulté de combiner des politiques les unes avec les autres. La question de la géothermie, effectivement, il y a plusieurs géothermies. Géothermie, c'est-à-dire grande profondeur, et là qui pourrait déboucher sur électricité, écogénération. Ça peut être intéressant si effectivement vous avez des usages chaleur, parce que si c'est juste aller chercher l'électricité pour faire des produits très 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 chers pour faire que de l'électricité, c'est pas top. Et il y a quelques, je pense, moi, il y aurait plutôt quelque chose autour de électricité, écogénération pour industrie ou réseau de chaleur. Là, on peut trouver quelque chose. Mais effectivement, une centrale hors d'homme, où effectivement là, de toute façon, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Là où il y a des ressources et on y arrive, ça commence à mieux marcher à la Guadeloupe actuellement. Alors, donc après, vous avez d'autres géothermies comme on dit chez nous, on dit de minime et moyenne importance. Qui peuvent soit alimenter effectivement les réseaux de chaleur, petits ou gros, ou sinon l'individu, on va dire, ou même le bâtiment, la pompe à chaleur collective peut être même non branchée sur réseau de chaleur. Vous avez l'air d'être spécialiste en géothermie, donc vous savez sûrement mieux que moi, même qu'on a fait un certain nombre d'actions ces dernières années pour simplifier la mise en œuvre au niveau réglementaire. Sur les aides, entre le CITE devenu prime et en train de devenir prime et C2, il y a évidemment quand même des aides relativement importantes aux pompes à chaleur, tant côté des deux technologies, aérothermique ou géothermique.
Le fonds chaleur renouvelable aussi, il est quand même très focalisé sur les réseaux urbains avec la géothermie. Je pense qu'il y a toute une question de mise en œuvre. Vous avez évoqué les cartes faites par le BRGM. Et on réfléchit par exemple avec le BRGM et l'ADEME à aller plus loin au-delà de cartes un peu de potentiel, de voir comment dans les plans climat, air, énergie territoriaux, des agglos et tout, les faire connaître et faire en sorte que l'info diffuse et que des projets se montent autour de ces ressources et quelque part en explorant au-delà des zones bien connues que sont la région parisienne. On peut avoir quelques espoirs. On voit que ça se réanime par exemple autour de Bordeaux où il y avait eu dans le temps et où maintenant il recommence à y avoir des projets. On voit que c'est en train de bouger. Et donc, il va continuer à le soutenir dans l'individuel. La collaboration internationale, dont je ne suis pas le spécialiste, mais bon, vous pouvez savoir par exemple que l'Agence française de développement oriente de plus en plus ses aides sur des projets bas carbone, que ce soit les productions d'électricité, la mobilité ou autre. On a sûrement mieux à faire en termes à la fois de collaboration, d'export de nos technologies, à la fois entreprises et au pouvoir public, dans le cadre des programmes internationaux ou de bilatérales. On a aussi notamment un certain nombre de groupes de travail bilatéraux avec divers pays. Oui, il faut trouver des moyens, soit par les incitations, par les réglementations. Ça peut être sans dire que les prises seront pilotables, prises en charge de véhicules électriques. On a aussi, on ne peut pas dire que ça marche très bien, c'est pas facile de trouver un modèle économique. Là aussi, les gens s'étripent des aides à l'effacement par des électriques, par des appels d'offres. Ça marche assez bien chez les gros consommateurs. Est-ce qu'on peut trouver un modèle d'agrégation d'effacement diffus? Alors c'est là qu'il y a des débats passionnels et passionnants sur mais oui, ça peut marcher si on donne un peu plus d'aide pour amorcer la pompe. Mais c'est aussi quelque chose, voir comment on peut intelligemment dans la réglementation des bâtiments un peu orienter, que le pilotage de la demande compte et soit un peu incité. Mais c'est clair que c'est un des moyens de gérer la pointe. Tout ça aussi connecté à beaucoup d'informations. Il y a quelques années, quand on a vu un problème de disponibilité de centrales nucléaires l'hiver, on pensait qu'il fallait peut-être un peu faire des efforts. On a fait des campagnes d'information. On peut rappeler un certain nombre de choses. Le pilotage, il n'est pas que électronique, il peut être aussi chacun dans sa gestion et tout. C'est aussi travailler, je pense, à la diffusion des concepts, style contrat de performance énergétique, où justement on pourrait incorporer dans la gestion de gros bâtiments l'utilisation de ces outils pour piloter la consommation. Je vous incite à lire toutes les pages de la PPE et de la SNBC. On a fait des études d'impact et de financement où effectivement on montre les besoins de financement public sur les renouvelables qui montent puis qui décroissent. La trajectoire du fonds chaleur, les moyens mis en place pour les aides à la rénovation et une étude d'impact macroéconomique qui montre qu'on est plutôt à un PIB par rapport à un scénario business usual qui est un peu en augmentation, plutôt des créations d'emplois, évidemment pas équiréparties. Il y a plus d'emplois dans ce genre de scénario qui se font dans la rénovation des bâtiments, par exemple, et il y a dans le secteur énergétique, il y a clairement des changements. Ils s'en créent à certains endroits, ils s'en suppriment à d'autres, mais on estime que c'est quelque chose qui est plutôt équilibré, voire légèrement positif. Après, il faut arriver à le faire. Mais franchement, il ne faut pas non plus se faire croire qu'on va détruire des centaines de milliers d'emplois. On n'a jamais dit non plus qu'on en crée des millions. Alors écoutez, on arrive à la fin, donc je voudrais vous remercier tous. Je suis frappé par le côté très pointilliste de votre exposé, c'est-à-dire que vous savez tout sur énormément de choses. Je réponds aux questions. Non, mais c'est très intéressant. Et alors justement, alors ça c'est personnel, il faut que je vous affranchisse d'un point qui est la transmutation des déchets radioactifs, de manière à ce que la radiotoxicité des déchets soit ramenée à 300 ans. Alors je vous l'enverrai, et comme ça on pourra, dans votre prochain exposé, vous aurez un truc en plus. Ce qui me frappe donc, c'est, à la fin, vous êtes très prescriptif, et vous dites, on me connaît pour ça. C'est-à-dire, vous êtes pour la réglementation, et vous dites, à un moment donné, après tout, les propriétaires, quelquefois, s'ils veulent vendre leur logement, il faudra peut-être les obliger à faire des travaux.
Bon, ça c'est bien, donc j'espère que les gilets jaunes à ce moment-là seront pacifiés, si vous voulez. J'ai pas dit que c'était simple. Non. Non, d'ailleurs, vous n'avez jamais dit que quelque chose était simple, hein, tout est assez compliqué. Mais ensuite, quand il s'agit de dire le gaz, l'électricité, tout ça, oh là là, je suis pris en sandwich, oh là là, quand je suis dans une association comme ici, c'est l'électricité, quand je suis dans une association là-bas, c'est le gaz. Et l'État, là, c'est quoi l'État? C'est pas des choix, c'est pas des décisions. Et donc, pourquoi est-ce qu'on serait autoritaire avec les propriétaires et que vis-à-vis des grands lobbies d'énergie ou d'électricité ou autres, on ne serait pas aussi un peu autoritaire? À un moment donné, ce sont des choix politiques. Et à un moment donné, nous attendons de cette PPE, nous attendons du gouvernement et de la direction de l'énergie qu'il y ait quand même des choix assez clairs et qu'elles ne disent pas « je suis ballotté entre les uns et les autres ». Ben oui, vous êtes ballottés entre les uns et les autres. Nous, on est là pour vous aider à prendre des décisions qui vont dans le sens de la décarbonation. En tous les cas, bon, je voulais dire ça, mais je voudrais surtout pas vous laisser sur une mauvaise impression. J'étais enchanté de tout ce que vous avez dit. Je suis sûr qu'il y a une très grande richesse dans les dialogues sur les différents points de la politique de l'énergie. En tous les cas, merci beaucoup. Si ça peut vous rassurer, j'adore être ballotté. Cet après-midi, je suis chez les amis du gaz. Alors, la journée est parfaite. Merci.